La dernière fois, donc, que la dynamique d'une population est régie par trois variantes biologiques très intéressantes, à savoir la variante pré-reproduction, la variante reproduction, la variante post-reproduction. À ces différentes variantes correspond normalement une âge bien particulière, une structure d'âge bien particulière. Vous êtes effectivement, donc, la question qui se pose, c'est en fait comment déterminer l'âge des individus d'une population animale. Comment le déterminer d'une façon plus précise. Parce qu'en fait, déterminer l'âge d'une population animale vous aidera, à compiler beaucoup d'informations sur la dynamique de votre population. Vous avez une idée comment on peut déterminer l'âge d'une population animale dans la nature? Vous avez une idée? Quelle est la méthode utilisée? Aucune idée? Effectivement, pour déterminer l'âge, la méthode la plus fréquemment utilisée, c'est ce qu'on appelle la scolétochronologie. Qu'est-ce que la scolétochronologie? Désolé pour ce petit problème technique. Comme je viens de le dire, donc chez les vertébrés, d'une façon générale surtout, donc la méthode le plus couramment utilisée pour la détermination de l'âge, c'est ce qu'on appelle donc la scolétochronologie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si vous décomposez le mot en deux, qu'est-ce que vous avez? Scoléto et chronologie. C'est quoi? Ça veut dire scoléto, ça veut dire quelque chose. Scoléto, c'est squelette, c'est l'os. Ok? Et chronologie, c'est le temps. Voilà. Donc, ce qui fait, à partir de l'étude de l'os, vous pouvez avoir une idée sur l'âge des individus de votre population. Ok. En quoi consiste cette méthode de scolétochronologie? En fait, elle consiste à compter les marques histologiques, en fait, chez les vertébrés, au niveau de l'os. Chaque année, vous avez une marque qui se dépose au niveau de l'os. Ces marques, c'est ce qu'on appelle les lignes d'arrêt de croissance. Je vais m'expliquer, vous allez voir. Voilà, donc cette méthode de scolétochronologie consiste à comptabiliser, ou bien à dénombrer le nombre de lignes d'arrêt de croissance que se déposent annuellement au niveau des os des individus de votre population. Je vais m'expliquer. Donc, effectivement, ces lignes sont appelées des LAC, lignes d'arrêt de croissance. Voilà. Là, par exemple, vous avez une coupe au niveau d'un os, d'un vertébré, d'un animal. Vous voyez, une coupe au niveau de l'os. Une coupe histologique. Oui, tout à fait. Ça va? Excellent. Là, vous avez une coupe. Je vais vous expliquer. Donc là, une coupe histologique au niveau de l'os. Vous voyez ce qui est indiqué par les flèches, ce sont des lignes d'arrêt de croissance. C'est-à-dire, chaque année, il y a croissance durant les saisons favorables et la croissance s'arrête durant les saisons défavorables. Et normalement, cet arrêt de croissance, il se manifeste, il est déterminé par des lignes d'arrêt. Voilà, ce sont des lignes d'arrêt qui justifient, ou bien qui indiquent que la croissance est arrêtée à ce niveau. Donc, une ligne correspond à une année. Une ligne correspond à une année. S'il vous plaît, je ne sais pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien. Ok? Vous y êtes? Très bien. Maintenant, quel est le principe de la méthode? C'est ce qui est très intéressant. Allez-y. Je vais vous expliquer tout ça. Pas de souci. Voilà. Alors, cette méthode, normalement, c'est toute une manip qui demande beaucoup de travail d'ailleurs. Voilà, qui demande beaucoup de travail, qui se déroule en plusieurs étapes. Alors, quel est le principe de cette méthode? C'est très intéressant à connaître. Déjà, travailler sur l'os, ça veut dire quoi? C'est travailler sur des animaux vivants ou morts? Normalement. Mais avec les animaux morts, est-ce qu'on arrivera à déterminer l'âge du nombre d'individus qu'on veut? Normalement, la première étape, effectivement, c'est essayer de voir le maximum d'animaux morts, naturellement. Sinon, sur les animaux vivants, on peut couper tout un petit morceau au niveau des doigts, bien au niveau des phalanges, au niveau
des phalanges. On verra ça. Effectivement, donc le premier cas, comme vous avez dit, il est préférable donc d'utiliser les animaux morts, rencontrer les cadavres, donc trouvés morts sur le terrain. C'est ça, comme ça, un animal devrait être optimisé, quel que soit mort ou vivant. Mais les cadavres ne suffiront pas à étudier tout. C'est pourquoi aussi on procède à couper, voilà, prélèvement des échantillons au niveau des doigts. On coupe un petit morceau d'os, et je vous montrerai comment à partir de ce petit morceau d'os, on arrivera à déterminer l'âge. Vous allez voir. Donc alors, la première étape, voilà, c'est avoir de l'os, soit sur des animaux morts, soit sur des animaux vivants. Ok? Très bien. Une fois votre os est là, donc vous avez votre échantillon d'os, hein, au niveau de l'orteil bien du doigt, vous avez à le fixer. Hein. La première étape, c'est ce qu'on appelle la fixation. Cette fixation se fait à l'alcool 70. Donc votre échantillon, voilà, d'orteil ou bien de phalange ou bien de cadavre, vous le mettez, vous le conservez dans de l'alcool à 70. Voilà. Ok? Très bien. Voilà. Ben là, vous pouvez le garder ce que vous voulez. Tant qu'il est dans l'alcool absolu, au moins l'alcool 70, vous pouvez le conserver tant que vous voulez. 1 année, 2 années, 3 années, sans problème, il est toujours utilisable. Très bien. Après la fixation, vous voulez maintenant entamer votre manip, effectivement. Il fallait, vous avez de l'os. Autour de l'os, qu'est-ce qu'il y a autour de l'os? Il y a? Qu'est-ce qu'il y a autour de l'os? Il y a de la chair. Vous y êtes? Vous, ce que vous intéresse, c'est l'os. Donc la deuxième étape après la fixation, il fallait donc décharner l'os de sa chair. C'est-à-dire, à l'aide d'une pince, vous essayez de décharner, c'est-à-dire prélever, écarter, éliminer toute la chair bien, voilà, qui entoure votre os. Ça va? C'est ce qu'on appelle le décharnement. Décharnement des phalanges sous la loupe nucléaire, parce qu'en fait, c'est seulement une petite partie, voilà, vous travaillez sur la duno, effectivement. Donc, la peau des phalanges est donc décharnée, est écartée d'une façon manuelle. Voilà, vous prenez votre échantillon et vous essayez d'écarter, voilà, la peau qui entoure l'os. Ça va? Parce que vous, ce que vous voulez travailler sur l'os, carrément. Très bien. Après décharnement, vous avez écarté la peau, très bien. Qu'est-ce qu'il vous faut? Voilà. Il fallait rincer. Il fallait éliminer l'alcool. Vous voyez? Il fallait donc rincer à quoi? À l'eau de robinet, l'eau nature. Voilà. Rinçage, les échantillons sont ensuite rincés à l'eau courante pendant 20 minutes à peu près. Pourquoi le but? C'est quoi le but du rinçage? C'est éliminer l'alcool. Maintenant, vous avez que l'os. L'os. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'os? Faire des coupes. Des coupes histologiques en fait. C'est ça? Donc, si vous voulez faire du coupe, qu'est-ce que vous devez, comment vous avez traité votre os? L'os, il est dur, non? Il est dur. Donc, pour le couper facilement, qu'est-ce que vous aurez à faire? Le rendre mou, bien tendre. C'est-à-dire, éliminer quoi? Qu'est-ce qui rend l'os dur? Le calcium, bien sûr. Voilà. Donc, il fallait éliminer le calcium. C'est ce qu'on appelle la décalcification. Tout à fait. Éliminer le calcium. Voilà. Pourquoi? Pour que votre os soit tendre et facile à couper. Donc, pour que vous fassiez vos coupes histologiques. La décalcification, comme vous avez dit, effectivement, c'est voilà, l'élimination du calcium. Tout simplement. Voilà. Donc, décalcification des phalanges. Pour cette décalcification, ça se fait à l'acide nitrique. Voilà, il fallait tremper votre échantillon dans l'acide nitrique, concentration 3%, voilà, durant 1h30 à 3 heures. Vous voyez? Voilà, effectivement. Donc, après 1h30, 3 heures, donc le calcium sera éliminé et votre os, elle est, voilà, tendre, donc facile à couper. Vous y êtes? Très bien. Après décalcification, la deuxième étape, c'est, voilà, effectivement, maintenant votre os est prêt, voilà, pour la réalisation de coupes histologiques, voilà, réalisation des coupes histologiques, voilà, coupe très fine, c'est normal, vous avez fait l'histologie en S1, je crois, voilà, effectivement, c'est ça. Donc, réaliser des coupes histologiques, épaisseur très fine,
voilà, de l'ordre de 15 à 20 microns, effectivement, d'épaisseur. Voilà, très bien. Donc avec, si vous avez fait ces coupes, effectivement, il fallait maintenant, la deuxième étape, à votre étape, l'étape suivante, c'est, voilà, il fallait les observer, les lire, effectivement, voilà. Mais avant observation, pour faciliter l'observation, que vous aurez à faire avec vos coupes histologiques? Une fois que vous avez fait les coupes, qu'est-ce que vous faites? Il fallait les traiter par quoi pour que l'observation soit meilleure, soit nette? Hein? Non. Il fallait les colorer. Ah, il fallait les colorer. Mais d'ailleurs, la question que vous aurez à me poser, comment on fait les coupes? Hein? Comment on fait les coupes histologiques? Peut-être vous avez utilisé un microtome, c'est ça? Hein? Effectivement, un microtome manuel. Mais maintenant, pour l'utilisation de ce coupe en squelettochronologie, il y a ce qu'on appelle des microtomes à congélation. C'est-à-dire votre échantillon, il est congelé à moins 40 degrés. Voilà, dans un appareil comme ça, microtome, que nous possédons ici à la fac, effectivement. Hein, et au sein de votre échantillon dans la glace, vous faites du coupe, effectivement. Voilà, du coupe. Donc il y a tout un principe, effectivement. Hein, à partir de ce microtome, effectivement, vous pouvez réaliser du coupe très, très, très fin. Voilà. Donc vous êtes censé d'avoir cet équipement, bien entendu, hein, en squelettochronologie. Voilà, là, nous possédons ce microtome, effectivement, à la faculté, au département, au laboratoire, hein, et nos étudiants, ils travaillent avec pour faire des coupes, effectivement, et connaître l'âge des animaux. Voilà, une fois réalisé les coupes, vous passez à la coloration, il fallait les colorer. Voilà, bien sûr, la coloration des coupes histologiques, il est faite à ce qu'on appelle l'hématoxyline d'Ehrlich. Voilà. Là, ce sont des principes, des méthodes que vous aurez dans votre carnet de notes, et vous suivez toutes les méthodes, voilà, toutes les étapes, jusqu'à ce que, hein, du prélèvement d'échantillons jusqu'à l'observation et la lecture. Coloration donc l'hématoxylie pendant 20 minutes, voilà. Vous voyez, c'est long déjà, il fallait donc faire plusieurs échantillons à la fois. Après, une fois, après 20 minutes, voilà, de coloration à l'hématoxylie, il fallait éliminer l'hématoxylie. Effectivement. Donc, rinçage à l'eau de robinet pendant 30 minutes pour éliminer l'hématoxyline. Après, observation. Voilà, montage bien sûr entre l'âme et la mère. Je ne vous apprends rien. Hein. Mettre de l'albumine, effectivement, pour encore plus d'unité de l'observation. Voilà, après rinçage à l'eau de robinet. Voilà, montage entre l'âme et la mère de votre échantillon. Voilà. Et après, il faudrait passer à la lecture. La lecture se fait où et comment? Microscope optique, c'est ça? Ce microscope, effectivement. Voilà. Donc l'observation et la lecture, normalement, hein, du coupe, sont faites au microscope optique. Nous avons toute une station, microtome, voilà, à congélation. Nous avons donc un microscope donc optica avec un appareil photo intégré. Une interférence qui est liée au PC, voilà, comme ici. Voilà. Et donc, ce qui nous permet de voir une coupe sur l'écran de notre PC. Vous voyez? Donc, c'est toute une station. C'est ce qu'on appelle la station à squelettochronologie. Donc, nous avons la chance d'avoir une station ici à la faculté dans notre laboratoire. Et donc, beaucoup d'étudiants qui travaillent effectivement sur la dynamique des populations utilisent donc cette station pour la détermination de l'âge. Donc l'observation et la lecture du couple sont faites au microscope optique, genre optica, voilà. Les meilleures coupes, bien sûr, parce qu'attention, parce que c'est un travail fastidieux. Hein. C'est pas la première fois, ça peut que vous ne réussissiez pas vos coupes à la première fois. Il fallait donc refaire donc les manips, les étapes, jusqu'à ce que vous ayez de bonnes coupes. Hein. Et une fois les coupes sont meilleures, donc ils sont photographiés normalement à l'aide d'un appareil photo qui est intégré à votre microscope. C'est toute la station, effectivement. Et voilà, les images obtenues sont traitées par l'interface fournie avec le logiciel, comme j'avais dit. Donc nous avons microtome, voilà, hein, voilà, microscope optique, interface et PC. Et donc ça nous permet de voir notre coupe donc, hein, sur l'écran du PC. Et voir, donc, compter les lignes, effectivement, d'arrêt de croix. Voilà, donc, très bien fait, donc, les 8 étapes, hein, les 8 étapes, 9 étapes même, à la lecture, là-bas, pour faire de la squelettochronologie. À partir d'un petit échantillon d'os. Voilà.
Voilà, c'est très intéressant, parce qu'en fait, à partir de ces coupes, vous pouvez avoir, comme vous allez voir, beaucoup d'informations, hein, beaucoup de paramètres, beaucoup de variables démographiques sur les individus de votre population. L'exemple, il est là. Exemple ici. Voilà. J'ai deux coupes. Voilà. Deux coupes, voilà, sur deux individus différents. Sur deux individus de la population. Ben, ces individus sont prêts au pif. Lors du marquage, vous savez comment on marque, à l'aide du micropuce normalement. Après marquage, normalement, avant de relâcher l'animal, on prend un petit échantillon de l'orteil ou bien des phalanges. Pourquoi faire? Pour les analyses génétiques et pour la squelettochronologie. Puis voilà, puis on relâche, on libère l'animal, on envoie exact de sa capture et on fait le suivi à chaque. Très bien, ok? Voilà, donc une fois au laboratoire, normalement, on passe à notre manip de squelettochronologie. Nous avons toute la station. Très bien. Après, donc, l'ineffitable, voilà ce qu'on obtient comme résultat. Là, vous avez, donc voilà, les coupes réalisées, photographiées au niveau de deux individus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lire sur ces deux coupes? Qu'est-ce que vous pouvez lire? Sachant que chaque ligne, là, les flèches, il indique ligne d'arrêt de croissance. Arrêt de croissance. La croissance s'arrête. Après, ça reprend l'année suivante. Autrement dit, chaque ligne d'arrêt de croissance correspond à quoi? Correspond à un cycle, une année. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, au centre, CM, c'est quoi? CM, c'est la cavité médullaire. Ça correspond à l'état embryonnaire. Donc après, la première ligne que se dépose. Donc les naissances, généralement, les éclosions, bien les mispas, c'est au printemps. Voilà. Donc, après le printemps, vous avez quoi? Vous avez l'été, après l'été, l'automne, l'hiver. Donc, les deux saisons favorables, c'est le printemps-été, après, automne, hiver. Là, la croissance s'arrête durant les saisons froides. Voilà, vous voyez. Donc là, la première ligne, voilà, ça correspond à quoi? À la première année. Donc là, l'animal, il est en hiver, il fait froid, voilà, la croissance s'arrête et l'animal s'active. La première ligne qui se dépose. Voilà. Au printemps suivant, au retour des conditions favorables, voilà, l'animal reprend son activité. Voilà, il se nourrit, voilà, métabolisme, énergie, croissance. À la fin de la saison favorable, deuxième ligne qui s'oppose, etc., etc. Ça va? Voilà. Donc là, vous avez 4 lignes d'arrêt, ça correspond à quel donc votre animal, il a quel âge? 4 ans. Ouais. Donc là, c'est un jeune individu. Un jeune individu de 4 ans. Voilà. Très bien. Je passe à la coupe suivante. La deuxième coupe, c'est très intéressant. Effectivement, vous avez la cavité médullaire. Vous avez au début, comme pour la première coupe, les lignes sont espacées. Mais à un certain moment, vous voyez que les lignes d'arrêt deviennent serrées. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence là et là? Ici, par exemple, durant les 4 ans, hein, les lignes d'arrêt sont espacées. Ça veut dire quoi? La croissance est rapide. La croissance, elle est rapide. Ça correspond à quelle variante biologique? Quelle variante biologique? La période? Est-ce que l'animal est adulte à cet âge? Non, c'est la période pré-reproduction. C'est-à-dire, c'est quelle période? C'est la période jeune des animaux, voilà. À quoi est consacrée cette période? C'est à la croissance. Vous voyez? Voilà. C'est pourquoi, effectivement, les lignes d'arrêt sont espacées, parce qu'en fait, l'animal, il est en plein croissance. Mais cet espacement, il est encore variable d'une année à l'autre. Il traduit quoi, à votre avis? Donc, la première information, déjà, que pourrait vous fournir la lecture d'une coupe histologique, c'est la croissance. Est-ce qu'il est rapide ou lente? Si une croissance est rapide et une croissance est lente, il est dû à quoi? Par exemple, là, la croissance, cet espace, elle est moins courte que celle-là. De la première année à la deuxième année, de la deuxième année à la troisième année, de la troisième année à la quatrième année. L'espace est plus large. À quel niveau? Entre la deuxième et la troisième année. Ça veut dire quoi?
Excellent. Voilà, ça renseigne ici sur l'année. Est-ce qu'il est belle ou pas? Est-ce qu'il a de la nourriture ou pas? Parce que la croissance, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est l'énergie. Hein? Si l'année est belle, si la nourriture est abondante, l'animal n'a qu'à croître. Et par conséquent, donc l'espacement sera plus large. Par contre, si l'année est défavorable, peu de nourriture, la croissance sera lente. Et l'espacement entre les années sera donc étroite. Ça va? La deuxième information, ça renseigne sur les conditions de l'environnement. Voilà. Est-ce que les conditions étaient favorables ou pas? Donc, déjà bien. Ok, très bien. La deuxième figure. Hein, voilà. Là, donc, c'est 4 ans, c'est un jeune individu. Très bien. Individu jeune, âgé de 4 ans. C'est excellent. Voilà. La première année, vous avez, donc là, l'autre information, vous allez dire que la troisième année est plus favorable que les années 1 et 2 et 4. Là, c'est sur la coupe, effectivement. Qu'est-ce qui traduit ça? C'est la distance entre les lignes d'arrêt de croissance, c'est-à-dire la croissance est rapide ou pas. Ok. Là, l'autre figure, qu'est-ce que vous pouvez lire? Après les 4 années, voilà, où la croissance est plus ou moins rapide, voilà, les lignes deviennent de plus en plus serrées. Ça veut dire quoi? Voilà, arrêt ou au moins ralentissement. Ouais, arrêt ou effectivement ralentissement. Si la croissance s'arrête, ça veut dire quoi? Si la croissance est ralentie, devient de plus en plus faible, voilà, c'est la croissance diminue. Pardon? Très bien, c'est ça, effectivement. Si la croissance diminue, hein, c'est-à-dire si les lignes deviennent de plus en plus serrées, ça veut dire que l'individu, il est devenu adulte. Donc là, quelle variable, quelle information vous auriez? C'est l'âge de la maturité successive. Voilà. Si l'arrêt de croissance s'arrête, voilà, ça veut dire que l'animal, il est mature sexuellement. Voilà. Là, effectivement, après la 4e ligne sur la figure, la 5e, la 6e, la 7e, c'est serré. Donc là, acquisition de la maturité sexuelle à l'âge de 7 ans. Voilà l'autre information. L'âge à la maturité sexuelle. Très bien. Après 7, les lignes deviennent vraiment de plus en plus serrées. Parfois, on n'arrive même pas à les lire. Donc, si les lignes d'arrêt deviennent vraiment serrées, parfois on n'arrive pas à les lire. Ça veut dire quoi? Plus serré, ça veut dire que la croissance s'arrête jusqu'à s'annuler. Si la croissance s'annule, donc l'animal, il est vieux peut-être, c'est la mort. Donc là, on peut avoir la dernière ligne, qu'on arrivera à lire, correspondant à quoi? La longévité, la durée de vie de l'animal. Vous voyez? Donc là, vous pouvez voir une idée aussi sur la longévité. Vous voyez qu'à partir d'une coupe, voilà, histologique, vous pouvez avoir beaucoup d'informations donc démographiques sur votre animal. Ok? Voilà, ce sont des coupes que nous avons fait nous-mêmes. C'est dans le cadre d'un master, d'un doctorat. Donc voilà, on essaye donc de valoriser nos données effectivement, voilà, en vous les exposant ici. Donc là, ce sont des données qui ont été obtenues dans le cadre de la préparation, voilà, d'un master, puis d'une thèse de doctorat effectivement. Voilà, cette technique donc permet d'estimer d'une façon générale plusieurs paramètres démographiques, notamment la vitesse de croissance, voilà, comme j'avais dit, la maturité sexuelle, à quel âge l'animal est devenu mature, effectivement, et la longévité, la durée de vie. Mais aussi, vous pouvez avoir une idée sur, voilà, l'état de l'année, les conditions environnementales. Est-ce que l'année est belle ou pas? Si les lignes sont espacées, ça veut dire que, voilà, croissance, voilà, importante, beaucoup de nourriture, abondance des proies, l'année est belle. Sinon, si c'est vraiment rétréci, les conditions sont différentes. Pas de pluie, voilà, proie peu abondante, voire absente, donc la croissance, elle est faible. Voilà, c'est très intéressant, effectivement. Voilà, cette pratique, donc, c'est l'équivalent chez les arbres. Lorsque vous faites une coupe d'un tronc, vous avez qu'on appelle des cernes. Voilà. Et ces cernes, effectivement,
c'est ce qu'on appelle la dendrochronologie, ça reflète, voilà, c'est l'équivalent. La dendrochronologie, c'est l'équivalent de la squelettochronologie chez les animaux. Quoique la dendro chez les végétaux et la squeletto chez les animaux. Voilà, c'est en faisant une coupe du tronc d'un arbre, voilà, vous pouvez avoir plusieurs cernes, et la lecture de ces cernes, leur nom correspond à l'âge de l'arbre. L'espacement entre les cernes reflètera donc la croissance, effectivement, l'état de l'année, est-ce qu'il est belle ou mauvaise, etc., etc. Ça va? C'est très bien, d'où l'importance, effectivement, voilà, de cette squelettochronologie en dynamique de population. Des questions? C'est clair? C'est clair? Très bien. Okay. Je continue alors. Ben là, normalement, c'est, j'espère, avez-vous commencé le TP d'écologie animale? Et ça, pas encore? Pas encore? Vous n'avez pas encore commencé le TP? Normalement, dans les conditions normales, on vous a programmé un TP sur le terrain. Lors de ce TP, effectivement, on va essayer, donc c'est dans la région de Jubilette, ici, sur la route de Casa, normalement, au niveau d'une steppe à gibier. Et le but du TP, c'est étudier, effectivement, la dynamique de population d'une espèce de tortue, la tortue terrestre, effectivement. Donc, on va voir comment on va faire cette année. Peut-être si on n'arrivera pas à sortir sur le terrain, on essaiera donc de faire le TP, effectivement, en salle. Voilà, on essaiera donc de recréer, effectivement, toutes les données sur le terrain en salle et vous montrer comment estimer, effectivement, l'âge de ces tortues terrestres. Là, c'est une femelle adulte, effectivement. Et là, si les tortues, on n'a pas besoin de faire des coupes histologiques. Pourquoi? Parce que normalement, sur la carapace, on peut lire la même chose qu'à partir sur la carapace. Vous voyez? Par exemple, si je prends cette écaille ici, voilà, si je l'agrandis, vous avez c'est quoi? C'est l'écaille embryonnaire. C'est l'écaille embryonnaire. Et chaque ligne ici correspond à une ligne d'arrêt de croissance. Vous voyez? Donc là, déjà, qu'à partir de l'animal vivant, sans coupe histologique, sans faire les 9 étapes que nous avons vues tout à l'heure, vous pouvez avoir une idée sur l'âge de l'animal, sur la maturité, l'âge de l'acquisition de la maturité sexuelle, sur sa longévité. Donc la longévité est parfois très difficile parce qu'à la fin de la vie, on n'arrive plus à lire les lignes d'arrêt de croissance. Ça devient vraiment très 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 serré. Mais quand même, on peut avoir une idée. Par exemple ici, voilà, vous pouvez compter le nombre de lignes. Chaque ligne correspond à une année. Et dès que les lignes deviennent de plus en plus serrées, ça veut dire que la croissance s'arrête. Et si la croissance s'arrête, généralement ça correspond à l'acquisition de la maturité sexuelle. Voilà, l'animal devient adulte. Et vous continuez à compter les lignes d'arrêt tant que possible. Voilà. Et la dernière ligne vers l'extérieur, donc généralement correspond à la fin, à la mort de l'animal et donc à son espérance de vie ou bien à sa durée de vie. Ça va? Donc là, vous pouvez compter combien de lignes? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Combien à peu près? L'acquisition, à quel âge cette tortue mature? À quel âge? C'est-à-dire lorsque les lignes deviennent serrées. C'est à quel âge? Après? Voilà. Bah oui, 8, 9, effectivement. Voilà. Donc l'acquisition à 8, 9 ans, effectivement. Voilà. Et après, voilà, l'animal continue à accroître, effectivement, jusqu'à la fin de l'été. Donc on essaiera de traduire, effectivement, de faire ce TP en salle si tout va bien. Si je retourne ici à ce jeune, voilà, vous prenez la même écaille, ben, déjà je crois on arrive à voir les lignes. Hein, non? À quel âge cet animal? Ben, je suis myope et quand même j'arrive quand même à distinguer. Ben, le centre c'est l'écaille embryonnaire. Et la première ligne, c'est, malheureusement mon pointeur n'est pas opérationnel, voilà, on voit déjà la première ligne, 2 et 3. C'est un jeune de 3 ans ici. C'est un jeune de 3 ans. Ça va? Voilà. Donc c'est une technique là chez les tortues sans poissons. Chez les poissons, la même chose. Les écailles de poisson aussi, on peut lire ça. C'est les mollusques, à coquilles. Là aussi la même chose, vous avez les lignes d'arrêt de croissance, voilà, qui se dessinent sur les cookies, etc. Ben, si les animaux qui n'ont pas de carapace, qui n'ont pas d'écailles, qui n'ont pas donc de cookies, effectivement, on procède donc à la manip que j'avais fait tout à l'heure, effectivement, voilà, faire du cours histologie et lire plusieurs informations. C'est très intéressant, très très intéressant, effectivement. Donc le problème c'est avoir la station. Merci Dieu, nous sommes arrivés à avoir la station. Donc
Là, on fait beaucoup, effectivement, beaucoup d'études dynamiques de différentes espèces animales à l'aide de cette station à squelettochronologie. Ça va? Très bien. Voilà, avec ceci, donc j'arrive à mettre fin donc, aux différentes variables d'état et de flux et on passe à la dynamique. Parce que nous avons donc vu qu'avec ces variables d'état et ces variables démographiques, voilà, vous pouvez suivre la dynamique dans le temps et dans l'espace de votre population animale. Ben, la question qui se pose effectivement, comment varient effectivement ces paramètres, ces variables dans le temps et dans l'espace? Comment les animaux s'adaptent à la vie dans leur milieu, aux conditions difficiles que leur est présentées dans leur milieu. Tout ça, c'est à voir. Il y a des stratégies adaptatives, effectivement. Comment les animaux répondent aux contraintes de leur milieu. Voilà, vous avez toutes les informations, d'accord? Mais pour expliquer donc ces variations, donc de ces variables d'état et de flux dans le temps et dans l'espace, vous êtes censé chercher le pourquoi. Ben, le pourquoi, revient à répondre à ces 4 questions. Donc, comment les animaux croient, la croissance des animaux, comment s'effectue la croissance des animaux, comment les individus ou bien les fictifs ou bien la taille des animaux fluctuent ou bien varient dans le temps et dans l'espace, comment les animaux arrivent à s'adapter dans leur milieu, à réguler, à gérer les ressources naturelles qui leur sont offertes dans leur milieu. Et enfin, quelles sont les stratégies démographiques ou bien les stratégies adaptatives pour faire face aux conditions difficiles dans le milieu naturel. C'est ce qu'on va voir donc en cette deuxième partie de ce cours. Vous y êtes? Alors, comment se fait la croissance des populations? Comme vous le savez, au cours du temps, dans le temps, vous avez les fictifs, bien la taille d'une population, ça fluctue. Voilà, il y a des pics, il y a des maxima, il y a des minimums. C'est fonction de quoi? C'est fonction des conditions du milieu. Voilà, tout simplement, c'est le milieu qui gère, effectivement. Au cours du temps, la taille, par la taille, je veux dire les fictifs, le nombre d'individus, effectivement. Voilà, donc, chez les populations animales, c'est fictif, il peut croître, peut rester stable, stationnaire, peut décroître. Voilà, c'est les 3 cas à envisager. Voilà. Soit croître, augmenter, soit rester stationnaire, soit décroître. Vous y êtes? Très bien. Il y a qui c'est qui régit ces conditions? Qui c'est qui augmente la taille? Pourquoi elle reste stationnaire et pourquoi elle diminue? C'est les conditions du milieu. Effectivement, ça dépend, c'est fonction du flux entrant et du flux sortant. Autrement dit, la croissance, la population croît, c'est la natalité est supérieure à la mortalité. Elle reste stationnaire. Si la natalité est égale à et décroît, si la natalité est inférieure à mortalité. Voilà, c'est fondamental. C'est fondamental, effectivement. Oui, très bien. Alors, cette dynamique démographique, c'est-à-dire croître, rester stationnaire ou bien diminuer, ça dépend de quoi? Les conditions de l'environnement. Est-ce votre milieu est favorable? Est-ce qu'il y a abondance de ressources ou pas? Voilà, donc déjà les conditions de l'environnement. Mais à côté de ça, ça dépend aussi des propriétés intrinsèques des individus. Au sein d'une population, les individus ne sont pas actifs de la même façon. Il y a toujours des bosseurs, il y a des feignants, comme partout. Voilà. Même dans la nature, effectivement, au sein d'une population animale, il y a des animaux qui sont actifs, il y a qui sont moyennement actifs, et il y en a qui sont vraiment pas du tout actifs, pour diverses raisons. Voilà, c'est le rôle, effectivement, à déterminer. Donc, ça dépend et des conditions de l'environnement, mais aussi, les propriétés propres, intrinsèques, c'est des propres à chaque individu de votre population. On va voir ça. Voilà. Cette croissance démographique, il désigne quoi? Supposons que votre population croît maintenant. Voilà-y. Supposons que la natalité est supérieure à la mortalité. Donc cette croissance, il traduit quoi? La croissance démographique, en fait, il disait l'augmentation dans le temps des fictifs. Je n'ai rien dit. C'est normal. Voilà. C'est la croissance de la taille. Ou bien des fictifs. Considérons, si vous voulez vraiment suivre cette croissance, ou bien cette stabilité, ou bien cette décroissance, supposons une population fermée. Ça veut dire quoi, une population fermée?
Excellent. Voilà. Une population fermée, ça veut dire pas d'échange avec les populations voisines. Pas d'immigration ni immigration. Les deux variables qui assurent la croissance ou bien la variation sont la natalité et la mortalité. Voilà. C'est pas possible dans la nature d'ailleurs. Mais voilà, dans les conditions artificielles, très bien. Supposons maintenant une population fermée. Vous allez voir à quoi je vais revenir. Supposons une population fermée. Voilà, donc l'effectif total de la population, voilà, dans ce cas, N est l'effectif total. Ok? C'est ce qu'on cherche, nous. Hein? On cherche le taux de croissance au sein d'une population fermée. Je vous dirai pourquoi. B, c'est birth, natalité. Ok? Hein? Ok? D, voilà, mortalité, death. Ok. Dans ce cas, le taux de croissance est égal à quoi? R est égal à B moins D sur N. Hein? Vous voyez? Donc, voilà, la natalité moins la mortalité sur N. C'est ça. Vous voyez? Donc, sans problème. Voilà, on va faire un petit math. J'espère que vous aurez encore des souvenirs. Hein? Mais peu importe, l'essentiel pour nous, c'est arriver à la représentation graphique dans telle ou telle condition. Excellent. Donc, jusque là, c'est très bien. Donc, une population fermée, les deux variables voilà, qui régissent la variation de l'effectif sont la natalité et la mortalité. Dans ce cas, le taux de croissance, soit R, est égal à B moins D sur l'effectif initial. Excellent. CN0, maintenant voilà, CN0 est l'effectif au temps T0. À chaque fois, vous partez d'un temps T0. Voilà. Et vous arrivez à un temps final, TF. Vous voyez? Donc c'est toujours un intervalle. Généralement, une année, c'est un cycle. Très bien. Donc CN0 est l'effectif en temps T0. N, bien sûr, est l'effectif au temps T. Donc jusqu'à, je vous apprends rien. Dans ce cas, R, voilà, le taux de croissance est égal à quoi? N moins N0 sur N T moins T0. Hein? Voilà, effectivement. Hein? Donc là, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on cherche? R, le taux de croissance. Peu importe en tout cas, hein, peu importe, R égale à dn, hein, ce qui est dérivé, c'est que vous dérivez cette équation mathématique, hein, voilà, effectivement, R est égal à dn sur n dt. Ça va? Peu importe les formules mathématiques, ça ne m'intéresse pas. Hein, ben c'est bien si vous avez des souvenirs en maths. Sinon, ce qui nous intéresse, nous, c'est la représentation graphique hein, de l'équation qui traduit le mode de croissance. Nous, on essaiera d'arriver comment évolue voilà, la croissance de notre population. Très bien. Dans ce cas, voilà, si vous dérivez votre équation dn sur dt est égal à Rn. Ok? Très bien. Voilà, on arrête là. Hein, juste pour savoir qu'après, en tout cas, vous avez tout sur la plateforme, hein, s'il vous plaît. Ok, donc dn sur dt est égal à Rn. Voilà. Donc, et dans ce cas, donc nous, vous allez suivre la croissance. Mais cette croissance dans la nature, hein, cette croissance, il peut s'effectuer selon deux modalités. C'est-à-dire soit en absence, soit en présence de facteurs. Voilà. Donc là, c'est toujours est-ce qu'on travaille dans les conditions naturelles ou bien dans les conditions artificielles. Vous avez deux cas, et donc déjà on peut avoir une idée sur combien de modalités de croissance on peut avoir. Deux. C'est normal, c'est fonction de la présence ou l'absence de facteurs limitants. Ici, par exemple, ici, voilà, dn sur dt est égal à Rn. Donc, cette croissance, il peut avoir les soit en présence de facteurs limitants, CPFL, croissance, présence, facteurs limitants, ou bien croissance en absence de facteurs limitants, CAFL. Ça va? Donc là, sans problème. Ok. Alors, on va voir donc les deux cas, hein, et donc les deux modalités de croissance qu'il y a chez les animaux, c'est une croissance soit en présence de facteurs limitants, soit en absence de facteurs limitants. Allez-y, prenons le premier cas, supposons que votre population, elle évolue dans les conditions, voilà, absence de facteurs limitants, c'est-à-dire les conditions artificielles, c'est ça? Conditions artificielles. Voilà. Donc, conditions optimales, si les conditions sont artificielles, c'est-à-dire que tout est fourni pour votre population. Si en élevage, voilà, en laboratoire, voilà, une ferme, voilà, ce que vous voulez. Voilà. Donc, tout est fourni.
Bah, pas de facteur limitant, absence de facteur limitant. Tout est fourni aux individus de votre population. La nourriture, l'eau, l'abri, la sécurité, les vaccins, le vétérinaire, tout. Donc les conditions optimales. Voilà, c'est artificiel effectivement. Voilà. Et par conséquent, dans ces conditions optimales, la capacité de croissance de votre espèce traduit son potentiel biotique. C'est-à-dire, puisque les conditions sont réunies, ce qui fait les individus n'ont qu'à se reproduire. Voilà. Et par conséquent, la croissance est au top, quoi. Elle est optimale. Voilà. Effectivement, dans ces conditions, la croissance traduit dans le potentiel biotique de votre espèce, de votre population. Elle correspond à quoi? Voilà. Elle traduit un intervalle de temps donné par un taux de croissance R, bien sûr, dans tous les cas. Et cet R, il est maximum tant que possible, parce que toutes les conditions sont réunies. Dans ce cas, dn sur dt est égal à Rn. Qu'est-ce que vous cherchez? Le taux de croissance. R égale à dn n sur dt. Si vous faites dn égale à Rn dt, donc jusque-là sans problème. Si vous faites l'intégration de votre équation, vous avez des souvenirs en maths? Oui, un petit peu. Voilà. Dérivée, intégration. C'est pas grave, parce qu'essentiel pour nous, l'intégration de cette équation donne l'équation suivante. N est égal à N0, E à la puissance RT. Donc c'est comme ça, c'est l'équation qui traduit la croissance d'une population animale en l'absence de facteurs limites. Voilà. Effectivement, c'est cette équation. Cette équation traduit effectivement la croissance d'une population en l'absence de facteurs limitants. Pour faciliter encore les choses pour vous et pour nous tous, comment se présente cette équation? Si on veut la représenter graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir, voilà, effectivement, ça donne quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous aurez à représenter? Voilà, l'évolution des fictifs en fonction du temps, tout simplement. Et voilà, la courbe est traduite comme ça, une croissance qui est... C'est quelle croissance ici? Exponentielle, tout à fait. Voilà, c'est une croissance qui est illimitée, à peu près. Pourquoi elle est illimitée? Voilà, pas de facteur limitant, rien, aucune contrainte. Tout est fourni par la population. Qu'est-ce qui va arrêter la croissance de la population? C'est son l'espérance de vie des individus. Sinon, les individus n'ont qu'à se reproduire et accroître. Vous voyez? Effectivement. Voilà. Effectivement, dans courbe, voilà, cette croissance en tant que facteur limitant, voilà, est traduite par cette courbe, dite courbe exponentielle, ou bien courbe en J, dans la forme d'un J. Ça va? Voilà. Est-ce cette croissance, voilà, est normale dans la nature? Si vous pouvez le rencontrer dans la nature, impossible. Pas de question. Parce que dans la nature, il y a plusieurs contraintes qui peuvent, voilà, s'opposer effectivement et limiter cette croissance optimale. Voilà. Donc, croissance exponentielle. Donc, la première modalité de croissance, le premier type de croissance, c'est une croissance exponentielle. Qui traduit quoi? Qui traduit une croissance en absence de facteurs limitants. Qui traduit quoi? Une croissance qui est indéfinie, ce qui est rare dans la nature. Voilà. Effectivement, croissance illimitée. Voilà, parce que la croissance exponentielle. Voilà. Conditions optimales, tout est fourni par l'homme. Voilà, tout est fourni. Voilà, effectivement, voilà. Pas de limitation alimentaire. Voilà. La nourriture est tout le temps là, L'eau, tout le temps. Les vaccins, la sécurité, pas de prédation, pas de compétition, pas de parasitisme. Voilà. Pas de limitation alimentaire et spatiale. Voilà, à l'abri des prédateurs, parasites, maladies. Voilà, l'homme est là. Voilà. Parce qu'en fait, l'homme, ce qu'il cherche, c'est à avoir le maximum de production, de rendement, effectivement. Voilà. Et les caractéristiques de quelle espèce? Et les caractéristiques, soit des espèces qui colonisent pour la première fois un milieu vierge, voilà, c'est-à-dire que les ressources sont encore riches, voilà, au début, et peuvent, voilà, simuler cette croissance. Mais avec le temps, avec l'épuisement des ressources, la vie normale reprendra. Donc, les espèces qui colonisent un milieu vierge, ça peut avoir cette croissance. Sinon, c'est cette croissance n'est observée que chez les populations expérimentales, artificielles, en élevage. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est une croissance qui est rare
dans la nature. Pour nous, c'est à écarter. Nous, on fait dans le milieu naturel, on suit les animaux sauvages, cette croissance pour nous, elle est voilà, à écarter. Ce qui nous intéresse, c'est comment les animaux croissent dans les conditions naturelles, c'est-à-dire en présence de facteurs limitants. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais juste pour illustrer ce premier type de croissance, cette première modalité de croissance, à savoir la croissance en absence de facteurs limitants, et donc une croissance exponentielle, voilà. Donc, quelques exemples, voilà, de croissance exponentielle, voilà. Le tube digestif d'un nouveau-né, à la naissance, le bébé, il est exposé à quoi? Quelle est l'infection à laquelle le bébé est exposé? C'est la toux, généralement. Hein? C'est la toux, effectivement. Et pourquoi en fait? Parce qu'au niveau de la gorge du bébé, vous avez des bactéries. C'est normal. Et normalement, une fois qu'on a passé bactéries, la gorge, le tube du bébé, c'est un milieu qui est favorable au débit, il est favorable. Et par conséquent, voilà, les bactéries se multiplient rapidement, effectivement, voilà, ils sont des bébés tout le temps, ils sont malades tout le temps, c'est pour ça. Parce qu'en fait, leur tube digestif, la gorge généralement, leur tube digestif de façon générale, s'apprête à l'installation, à la contamination par les bactéries. Au niveau des cadavres, si vous avez des cadavres animaux, des animaux morts, voilà, dans la nature, voilà, les cadavres, c'est la nourriture avec le temps, c'est la contamination par les champignons, voilà, plusieurs microbes, et là vous avez beaucoup, voilà, de populations qui s'installent. Donc là c'est la nourriture, c'est riche en nourriture. Effectivement, toutes les populations, les décomposeurs, les charognards qui s'installent au niveau de ces cadavres, normalement, ils croissent rapidement. Au début, pourquoi? Parce qu'il y a de la nourriture, effectivement, voilà, ou bien les champignons au niveau d'un tronc d'arbre, etc. etc. Donc là, ce sont des exemples, donc c'est le cas des espèces qui colonisent un milieu riche au début. Mais avec le temps, dès qu'il y a épuisement des aliments, voilà, les conditions normales reprennent. Un dernier exemple aussi, chez les végétaux cette fois-ci, voilà, j'espère que vous connaissez cette espèce végétale, le pissenlit, voilà, c'est une espèce qui est envahissante, voilà, dès qu'il s'installe dans un milieu vierge, il se développe rapidement. Il se développe rapidement, croissance vraiment rapide. Donc, espèces ayant des grandes capacités de reproduction et de dispersion, c'est le cas de cette plante effectivement herbacée, voilà, introduction dans un champ abandonné, voilà, ça croît rapidement. Un dernier exemple qui illustre ici, et qui ça donne vraiment une croissance, voilà, en J, voilà, effectivement, c'est effectivement le cas d'une population d'éléphants en Afrique du Sud, normalement, avec le temps. Les responsables des forêts en Afrique du Sud, dans la partie, nous avons constaté la diminution de la chute des populations d'éléphants. Effectivement, pour ceci, ils ont créé donc des aires protégées, des réserves, des parcs nationaux, donc pour limiter effectivement donc, le braconnage et la prédation par l'homme des éléphants. Mais avec le temps, ils ont constaté effectivement que ces éléphants, voilà, mis en défense, mis à la protection, effectivement, leur population, normalement, ça va s'accroître parce qu'ils sont à l'abri. Hein, plus de braconnage, plus de chasseurs, voilà, il y a de la nourriture, etc., etc. Ils ont, voilà, de 1900 à 1980, ils avaient constaté une croissance qui est exponentielle. Mais est-ce qu'ils vont lisser cette croissance-là? Parce que si ça continue comme ça, les ressources vont s'épuiser et toute la population va s'effondrer. Donc à un certain moment, dès que cette croissance prend cette allure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils ont donc limité, ils ont écarté la production. Ouais, donc ils doivent gérer, ils doivent réguler la population. Ils ne vont pas laisser l'effectif augmenter de cette façon. Sinon, si l'effectif augmente, voilà, la population n'aura plus rien à manger. Et toute la population va effondrer. À l'arrivée à un certain moment, lorsque l'équilibre y est, il fallait s'arrêter l'effectif. C'est ce qu'on va voir en deuxième cas, effectivement, comment les animaux arrivent à gérer les conditions que leur offrent dans la nature. Attention, ils gèrent ce qu'ils ont. Attention, comme nous, on gère ce que vous avez entre les mains. Voilà, je fais ça et ça parce que j'ai pas d'argent, j'ai assez, ou j'ai pas d'assez, ou j'ai pas d'argent. Ben, les animaux aussi, ils font de la même sorte. Hein. Ils doivent gérer ce qu'ils ont, hein, qu'est-ce qu'ils leur restent, voilà, dans la nature, dans leur milieu de vie. Ils doivent gérer.
Voilà, ben, c'est ce qu'on va voir en deuxième cas, effectivement. Donc cette croissance exponentielle déjà, voilà, un résumé avant de passer aux deuxième modalité, rare dans la nature. Donc voilà, attention, exponentielle c'est rare dans la nature, effectivement. Aucune population ne peut croître d'une façon illimitée. Non, indéfinie. Non, toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Voilà. Les conditions du milieu, qu'ils soient biotiques ou abiotiques, ils limitent le potentiel biotique normalement, un certain nombre. Voilà. Vous avez un milieu, dans un milieu, vous avez une population, voilà, qui se multiplie, ben, s'il se multiplie, c'est-à-dire que les conditions sont favorables. Mais à un certain moment, il fallait gérer. Parce que si la population continue à se multiplier de façon illimitée, voilà, l'effectif va dépasser les ressources. Donc l'équilibre n'est plus. Si vous voulez que la population continue, dès que l'équilibre est atteint, il va y avoir un équilibre, elle va aller s'arrêter. Donc qui c'est qui impose cette condition? C'est le milieu. Là nous avons un amphi, par exemple de 200 étudiants, je peux accepter à entrer, mais dès que les places sont toutes prises, on ne peut plus. Donc l'amphi il a une capacité. Le milieu matériel ici il a une capacité. Et cette capacité il est limite. Au-delà, je ne peux pas accepter, il ne doit pas accepter effectivement. Donc voilà, effectivement. Donc les conditions du milieu, les conditions environnementales limitent le potentiel biotique. Voilà. Je vous laisse se multiplier, à un certain moment, je vous dis arrêtez. N'acceptez plus. Les ressources qui sont disponibles suffiront à cet effectif, à cette taille de votre population. Et le milieu s'arrête, et donc voilà, la croissance s'arrête effectivement. On va voir ceci. Voilà. Donc le milieu il résiste. C'est ce qu'on appelle la résistance du milieu. À un certain moment, le milieu, voilà, s'impose et vous dit arrêtez de se multiplier, je ne peux plus. Voilà. Voilà. Pour vous dire que dans la nature, voilà, les choses ne sont pas faites au hasard. Non. Tout est fait dans l'ordre. Même chez les animaux sauvages, on dit que ce sont des bêtes, mais en fait, ils ne sont pas des bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Ils gèrent les conditions de leur milieu en fonction de la capacité limite de leur milieu. Voilà. Donc, ceci, les ressources trophiques, l'espace, le refuge, toutes les conditions du milieu normalement, toutes les conditions, qu'ils soient biotiques ou abiotiques, voilà, et interviennent pour imposer tel ou tel effectif de votre population. Voilà, le nombre maximal d'individus d'une population qui peut vivre dans ces conditions, il est limité. Et qui c'est qui limite ceci? C'est le milieu. Et on parle de la capacité limite du milieu. Et à cette capacité limite du milieu correspond un effectif. Voilà, à la taille d'amphi correspond un effectif d'étudiants. Voilà. À un milieu naturel correspond à un effectif de la population. Cette capacité limite du milieu correspond à un effectif de la population, et cet effectif, c'est ce qu'on appelle la densité biologiquement supportable. Par qui? Par le milieu. Ça va? Voilà. Donc, à cette capacité limite du milieu correspond une densité biologiquement supportable par le milieu. Ça va? Et par contre, ceci me conduit donc comment se fixer ou bien se réalise la croissance en présence de facteurs limitants et donc dans les conditions naturelles. Voilà. Donc, deuxième modalité de croissance, c'est la CPFL, croissance en présence de facteurs limitants. Voilà. Donc, c'est l'opposé. Tout à l'heure, c'était les conditions optimales. Maintenant, ce sont les conditions naturelles. Ce sont les conditions naturelles. Donc, conditions naturelles, voilà. Donc, la quantité de ressources disponibles, quelle que soit la nourriture, l'espace, tout est limité dans le temps et dans l'espace. C'est normal, voilà. Donc, la population animale, elle est exposée à plusieurs contraintes en fonction de son milieu de vie. Est-ce en montagne? Voilà, c'est le froid. Est-ce en plaine? C'est la chaleur. Est-ce en milieu forestier? Est-ce en milieu stypique? Etc. C'est fonction des conditions du milieu. Voilà. Donc, l'effet cumulé de ces facteurs, que ce soit biotique ou abiotique, voilà, fait que la population est gérée. La population animale, normalement, l'effet cumulé de ces facteurs, il limite, l'évolution, ou bien la croissance de votre population. Alors, dans ce cas, votre milieu, tant que les ressources sont disponibles, ça va, vous pouvez se multiplier sans problème.
mais à un certain moment, lorsque la capacité limite du milieu est atteinte, voilà, pas plus de croissance. Arrêtez. Voilà, c'est un carton rouge, c'est bon, on arrête là. Voilà. L'amphi, il est fait pour 200 étudiants, pas pour 1000 étudiants. Par exemple, c'est la même chose, c'est tout selon la nature. Donc, à l'acquisition, donc effectivement, l'effectif maximal, mais la densité biologiquement supportable, qu'est-ce qu'il y a? Le potentiel du truc chute, c'est-à-dire plus de reproduction. Donc, la natalité égale à 5000, un certain nombre. 5000, effectivement, voilà. Le taux de croissance réel diminue progressivement, puis s'annule. C'est normal. Avec l'acquisition, dès qu'on approche la capacité limite, voilà, la croissance diminue progressivement. À un certain moment, elle va s'annuler. Si la croissance s'annule, vous avez une densité biologiquement supportable, un effectif maximal qui correspond à quoi? À la capacité limite du milieu. Voilà. Vous voyez? Excellent. Donc, au début, donc, normalement, pas de surpeuplement. Voilà. Le surpeuplement, donc, avec la croissance tout à l'heure, il est rapide. Tout à l'heure, voilà, là vous avez le temps, vous avez l'effectif, ok? Donc au début, la croissance elle est comme ça, elle est exponentielle, voilà. Mais ça c'est dans les conditions artificielles, mais dans les conditions naturelles, il est comme ça, tant que le milieu supporte. Mais à un certain moment, voilà, le milieu ne se porte plus. Voilà, donc la croissance, est-ce qu'il va continuer? Non, il va s'arrêter là. Voilà. Et après, cette croissance, il va se stabiliser. Voilà. Oh, comme ça. Ok, comme ça. Hop là. Ok, il ne va pas continuer. Continuer comme ça, c'est une condition artificielle, croissance illimitée. Mais là, le milieu est intervenu ici. Ce point d'inflexion, effectivement, le milieu dit ça y est, je ne peux plus. Voilà. Donc la croissance s'arrête. Voilà. Donc R égale à 0 ici. Et ça ici. Et c'est N. C'est l'effectif maximal. C'est quoi aussi? C'est la DPS. C'est la densité biologiquement supportable. C'est l'effectif maximal de votre population. Ça correspond à quoi aussi? Ça correspond à K. Ça c'est la capacité limite du milieu. Ça va? Et la croissance, elle est de ce type. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Donc là, c'est une croissance qui est naturelle, réelle, dans les conditions naturelles. Voilà. Parce que la population croît tant que les conditions sont favorables, hein, mais avec l'augmentation de la taille, les ressources s'épuisent à l'équilibre en avance. Et l'évolution continue avec le temps. Vous voyez, effectivement, c'est le cas ici. Donc, si vous avez un surpeuplement ici, voilà, diminution de la natalité, hein, c'est R égale à 0, ça veut dire diminution de la natalité, augmentation de la mortalité, tout ça pourquoi? Pour assurer l'équilibre. Voilà, diminution de la natalité, augmentation de la mortalité, et encore diminution et de la natalité et de la mortalité. Ces fonctions essentielles, c'est voilà, avoir un équilibre effectivement. Et voilà, effectivement, donc ceci, tout ça, il y a donc un mécanisme à un certain moment. Voilà. Là, vous continuez à croître sans problème, mais à l'acquisition aussi de ce point, voilà, il y a ce qu'on appelle un mécanisme de feedback, un retour, c'est le milieu qui s'exprime, que vous dites ça y est, c'est bon. Voilà. C'est votre DPS, votre effectif maximal est atteint, la capacité, ma capacité tant que le milieu est atteint, on arrête. Effectivement. Là, c'est un feedback négatif, un feedback qui c'est l'auto-limitation. C'est-à-dire que le milieu lui-même, voilà, hein, et s'autocontrôle. Voilà. Ok? C'est ce qu'on appelle donc l'auto-limitation ou bien auto-inhibition. Hein. Comment il se traduit? Par une réduction donc, du taux de croissance au fur et à mesure que la densité augmente. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle une régulation dépendante de la densité. Parce qu'avec l'augmentation du nombre d'individus par une surface, voilà, voilà, cet arrêt de ce feedback est apparu. C'est ce qu'on appelle donc une régulation dépendante de la densité qui se traduit parfois par le deuxième mode, ou bien la deuxième modalité de croissance, à savoir la croissance en absence de facteur limitant. En présence de facteur limitant, excusez-moi. Donc, comment, si on revient à l'équation de tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui s'est ajouté par rapport à l'équation de tout à l'heure? La première équation,
en l'absence de facteur limitant, qu'est-ce qui est absent? C'est le milieu, mais ce n'est pas manifesté. Voilà. Mais dans le deuxième cas, le milieu s'est manifesté. Voilà. Revenons à cette équation pour voir comment se présente ce mode de croissance. Voilà. Donc l'équation c'est dn sur dt est égal à Rn. Mais tout à l'heure, nous n'avons pas la résistance du milieu. Parce que voilà les conditions optimales. Mais maintenant, en présence de facteur du milieu, voilà, le milieu il y est. Et le milieu a résisté. Voilà. Donc cette résistance du milieu se traduit par une correction, par une capacité limite. C'est ce qu'on appelle K. K est la charge d'outil, ou bien la capacité limite du milieu. Introduisons cette constante dans l'équation, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, K. Voilà, ça va donner dn sur dt est égal à Rn, K moins N sur K. K, c'est la capacité limite du milieu, c'est la résistance du milieu. Voilà. L'équation logistique, donc c'est Véros, peu n'importe en tout cas. Hein, donc la dérivée, cette équation est traduite, voilà, comme je viens de le dire, je le répète, l'évolution dans le temps d'une population animale exposée à des facteurs limites. Voilà. Voilà. Exposée aux maladies, au parasitisme, voilà. La température, le froid, la chaleur, tout. Voilà. Elle est à l'abri de rien. Le taux d'accroissement diminue de façon proportionnelle, effectivement, à l'infini. Voilà, ça augmente à l'équilibre en arrière. Ok, très bien. Toujours, voilà, cette équation K. Donc là, j'ai introduit K, c'est la même chose. K, donc c'est le niveau maximal qui peut atteindre le milieu, c'est la capacité limite du milieu. Voilà. Densité, ça correspond aussi à cette capacité limite du milieu, correspond, je répète, à l'effectif maximal, hein, qui est la dBs, la densité biologiquement supportable. Donc la solution intégrée de votre équation, c'est l'intégration de votre équation, voilà, ça donne L est égal à K, 1 plus E à la puissance A moins RT. A c'est encore une constante mathématique. Peu importe, l'essentiel pour nous, effectivement, sur la livre, des deux courbes. Une courbe exponentielle ou bien une courbe qu'on va voir, correspondante à cette équation. La courbe représentative de cette équation A constante d'intégration, voilà, hein, qui définit la position de la courbe par rapport à l'origine, comme j'avais vu là-bas sur la feuille de rotation. Voilà, l'essentiel pour moi, voilà, la courbe qui traduit cette équation. Et pour moi, c'est pour vous, hein, ce que vous avez à apprendre, effectivement, c'est l'allure des deux courbes, c'est-à-dire la représentation graphique relative à chacune des deux modalités de croissance. Absence de facteur limitant et présence de facteur limitant. Donc ici, voilà, vous avez le nombre d'individus en fonction de temps. Vous avez dans votre population croît, jusqu'à ce que le milieu dit stop. Voilà, c'est K. Là, c'est la capacité limite du milieu. À cette capacité limite du milieu correspond quoi? Un effectif maximal de votre population. C'est la dBs. Ok? Voilà, effectivement, c'est la dBs, voilà, donc c'est la population maximale, l'équilibre est atteint, effectivement. Alors, cette représentation graphique présente plusieurs phases. Au début, c'est une accélération de la croissance, comme pour le premier cas. Hein, les ressources sont encore disponibles, la densité de la population est encore faible, vous voyez, avec le temps, multiplication, donc phase d'accélération. Donc B égale à supérieur à D. Beaucoup de jeunes, beaucoup de natalité, peu de vieux, peu de mortalité. R est positif. Hein? La croissance elle est rapide. Hein? C'est normal. Puis croissance maximale. À un certain moment, il y a croissance maximale. Puis il y a décélération. C'est-à-dire la croissance va se rétablir à l'équilibre, effectivement. Donc décélération, voilà là, qu'est-ce qu'il y a? L'équilibre est atteint. La croissance va diminuer progressivement, R diminue, et dans ce cas, c'est l'équilibre. S'il y a équilibre, ça veut dire qu'il y a autant d'entrées que de sorties. N égale à natalité égale à mortalité, tout simplement, voilà. Donc c'est effectivement B, ça approche de T, effectivement, voilà. Équilibre, R égale à 0, voilà. La plus de croissance, B égale à T. Autant de naissance que de mort, c'est l'équilibre. Voilà. Donc c'est la représentation, si vous voulez, graphique de cette croissance en présence du facteur limitant. C'est une croissance en
Et il dit quoi? La première croissance, c'est l'exponentielle. Là, elle est logistique. C'est une croissance qui est logistique, comme logistique, voilà, de croissance. Il a la forme de petite lettre, S, voilà, courbe en S, ou bien courbe sigmoïde. Donc la première courbe, c'était en J, l'autre, c'est en S. Pourquoi S? Parce qu'à un certain moment, le J devient S. À quel moment? C'est à l'acquisition de l'équilibre, effectivement, il y a cette inflexion. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une courbe en S, effectivement, sigmoïde, qui traduit, effectivement, voilà, qui traduit donc cette croissance en présence de facteurs limitants. Ça va? Voilà. Donc combien ce que vous aurez à tenir, c'est surtout il y a deux types de croissance chez les populations animales. Deux types de croissance, soit une croissance en absence de facteurs limitants, ou bien une croissance en présence de facteurs limitants. Pour nous, naturalistes, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est surtout les conditions naturelles, donc une croissance en présence de facteurs limitants. La deuxième croissance, c'est généralement la croissance dans les conditions artificielles, voilà, en laboratoire, voilà, les expérimentations, effectivement. Ça pourrait être très, très intéressant, effectivement. Voilà donc pour ce qui est de ces deux types de croissance, à savoir une croissance en l'absence de facteurs limitants et une croissance en l'absence de facteurs, en présence de facteurs limitants. Ok? Très bien. Voilà. Donc, CPFL, je veux vous donner des exemples comme tout à l'heure. Voilà, exemple de croissance en présence de facteurs limitants, comment se traduit sur le plan pratique. Voilà. Là, par exemple, c'est quoi comme animal? C'est une paramécie, tout à fait. Donc, la croissance des paramécies, effectivement. Là, ce sont des bactéries, donc des paramécies, pardon, des paramécies ciliés qui se multiplient rapidement, très rapidement, effectivement. Voilà. Et par conséquent, ils suivent une croissance qui est logistique. Vous voyez, effectivement. Voilà. Donc, la croissance d'une population de paramécies dans des. Voilà. C'est en élevage, normalement, hein, en milieu de culture, effectivement. Lorsque le milieu de culture, au début, vous mettez un couple, par exemple, quelques paramécies dans le milieu de culture qui est riche. Ben, les paramécies se multiplient rapidement par céciparité. Avec la multiplication, voilà, le milieu de culture s'épuise, plus de nourriture. Et bien sûr, la croissance, au début, il est exponentielle, mais avec l'épuisement du milieu de culture, voilà, équilibre, et la croissance s'arrête, et la multiplication du paramécie s'arrête. Donc, c'est une croissance logistique, effectivement. Voilà. Là aussi, là, notre expérience, effectivement, chez le cas, donc c'est un crustacé, effectivement. Donc là, une croissance qui dépend de la température. Donc là, c'est une croissance d'un crustacé à différentes températures. Vous voyez? Donc à différentes températures. Donc vous avez 33, 24 et 19. Voilà. Quelle est donc la température favorable pour la croissance de ce crustacé, à votre avis? Ici, la température favorable. Hein, laquelle? Donc, trois types, voilà. C'est une population qui est exposée à différentes températures. Voilà, type de température. Pour rapport à quoi? Quelle est la température favorable? Voilà, c'est 24,8. Donc, c'est donc la température favorable, effectivement, et une croissance dans les conditions naturelles de votre population. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Voilà. Donc, ce type de croissance, effectivement, donc, pour le suivi des populations naturelles, donc en milieu sauvage. Ça va? Vous avez des questions? C'est bon? Très bien. Voilà, rapidement, voilà, donc pour résumer ce qu'on vient de voir, donc notez bien que chez les populations animales, en fonction de la présence ou de l'absence de facteurs limitants, vous avez deux modalités de croissance. Voilà, donc là je ne vous apprends rien. CAFL, croissance en absence de facteurs limitants, ou bien croissance en présence de facteurs limitants. Donc là, vous êtes d'accord? Voilà. Si je représente les deux croissances en même temps, donc en bleu, vous avez la croissance rare dans la nature, pas possible dans la nature. Vous avez la croissance expérimentale, si vous voulez. La croissance dans les conditions, voilà, physiologiques, dans les conditions expérimentales en élevage. Par contre, en rouge, vous avez la croissance logistique. Pourquoi en rouge? Parce qu'en fait, c'est les conditions naturelles et par conséquent, la population elle est exposée à
différentes, voilà, différentes contraintes. Voilà, à l'animal, les individus sont confrontés donc à plusieurs contraintes qui varient en fonction des conditions du milieu. Voilà. Entre les deux, qui a orienté la première courbe, qui a limité la croissance exponentielle, il a dirigé vers la croissance exponentielle, la logistique, c'est le milieu. Voilà, les conditions du milieu. C'est le feedback. Voilà. C'est la capacité limite du milieu qui a donc mis de l'ordre ici. Au-dessus c'est le désordre, une croissance illimitée, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui a mis de l'ordre pour avoir un équilibre? C'est les conditions du milieu. C'est la capacité limite du milieu, effectivement. Vous y êtes? Ça va?